Je me présente Marceline Grillon, je suis pharmacien d'officine depuis un certain nombre d'années, en étant passée toutefois par la biologie. Et donc je représente là l'Ordre national des pharmaciens en qualité de vice-président de la section A, donc de la section des officinaux. Donc on brosse un petit peu rapidement ces 74 000 pharmaciens inscrits à l'Ordre. Vous savez que nous exerçons des métiers très divers et c'est certainement là l'intérêt aussi de nos études, de la formation initiale, avec des pharmaciens qui ont des formations initiales plus ou moins longues. Nos hospitaliers avec un DES, donc plus 9, nos biologistes aussi également, ils partagent cette profession donc avec les médecins biologistes. Et puis les industriels qui très souvent, on a parlé tout à l'heure des formations plus numériques et qui très souvent ont ce double cursus avec l'école des mines, ce qu'on appelle les petites mines. Donc ils ont cet apport technique un petit peu différent de leur formation scientifique. Ça c'est pour les industriels. Nous avons des pharmaciens répartiteurs. Des pharmaciens d'officine. Donc c'est pour aussi situer le pharmacien qui est présent à chaque fois dans la chaîne sécurité du médicament, puisqu'on va bientôt entrer dans la sérialisation, c'est-à-dire que nous ne pourrons pas dispenser un médicament qui aurait été introduit d'une manière frauduleuse ou déjà proposé à un autre patient dans un autre pays, éventuellement, même en France. Donc une sécurité particulière dans la dispensation du médicament. Pour entrer dans le débat, nous n'avons pas pour l'instant de nouveaux métiers de pharmacien. On nous a confié des missions sur cette loi HPST qui a été rappelée, qui date déjà de 2009. Et la précédente présidente du Conseil national de l'Ordre et notre actuelle jeune présidente ont insisté auprès de Madame la ministre de la Santé pour obtenir enfin le décret sur ces nouvelles missions. Alors, on a des missions obligatoires, comme tous les professionnels de santé, et nous avions dans cette loi HPST des missions plutôt optionnelles. S'il se trouvait qu'un pharmacien pouvait être dans une coopération avec d'autres professionnels de santé, s'il voulait suivre en particulier des patients fragiles, enfin tout ça c'était expliqué et c'était possible, mais nous n'avions pas de décret. Actuellement, dans les pratiques qui ont changé un petit peu vraiment la dispensation du médicament, c'est déjà les interventions pharmaceutiques. Alors une intervention pharmaceutique, c'est une dispensation la plupart du temps d'une prescription pour laquelle on va s'interroger. Et comment fait-on actuellement pour joindre nos prescripteurs? Donc le premier prérequis, c'est véritablement d'insister pour avoir des messageries sécurisées. C'est-à-dire que l'hôpital actuellement nous demande aussi en retour parfois la connaissance du parcours de médicaments des patients, parce que le DP, le dossier pharmaceutique, a des trous, ça arrive, c'est dommage, ou parfois il n'est pas créé puisque le patient l'a refusé, mais c'est un coup de téléphone. Donc la confidentialité, c'est compliqué, donc déjà vraiment insister pour que nous puissions tous obtenir des messageries sécurisées et partager les documents avec les autres professionnels de santé, en particulier les confrères médecins, bien entendu. Donc, les missions qui ont émergé, c'est les entretiens pharmaceutiques sur les anticoagulants. On s'est aperçu que parfois, un patient avait une mauvaise observance, il faisait ce qu'il voulait un petit peu. Vous savez que sur les anticoagulants, en tout cas les antivitamines K, la frontière est très, très ténue entre la dose efficace et celle qui peut provoquer des catastrophes. Donc voilà, on pouvait faire ces entretiens et à la fois avec les nouveaux anticoagulants. Et c'est vrai que ça a porté ses fruits, ça permettait dans un entretien, le premier est assez long, il dure souvent une demi-heure, mais après c'est un petit peu moins long. On a 3 entretiens qui sont rémunérés sur l'année. Et c'est aussi un accompagnement du patient qui vient en complément, évidemment, de nos prescripteurs. Nous avons aussi le même accompagnement pour les patients asthmatiques ou en BPCO, pour leur resignifier, leur remontrer ce que c'était que l'observance. Évidemment, ils sont tous un petit peu ennuyés d'utiliser ces dispositifs médicaux d'une manière journalière et non pas uniquement quand on est en crise. Donc c'était aussi de leur remontrer. Les dispositifs médicaux sont très divers. Vous avez vu quand vous les voyez ou quand vous les prescrivez. Voilà, ces dispositifs. Il y en a, on sent ce qu'on met quand on aspire. D'autres, on ne sent rien du tout. Donc on va refaire une deuxième dose parce qu'on n'aura pas senti le produit. Voilà, c'est très divers. Donc nous avions ces entretiens qui sont proposés. Nous avons maintenant la revue de médication qui arrive. Alors c'est la même chose. On va
Alors, pour rappel aussi, nous n'avions pas l'obligation d'une formation complémentaire pour ces entretiens pharmaceutiques, et pour la revue de médication, c'est la même chose. Il a été estimé que la formation initiale des pharmaciens était suffisamment scientifique, suffisamment bien formée pour ces missions-là. Au demeurant, quand les entretiens anticoagulants et BPCO asthme sont sortis, on a vu vraiment une montée en puissance des inscriptions des pharmaciens sur le DPC, sur ces formations qui étaient proposées, parce qu'ils ne se sont peut-être pas sentis suffisamment solides pour ces entretiens pharmaceutiques. Et puis certains, voilà, ça faisait un petit peu longtemps que la formation initiale était passée par là, et des dispositifs nouveaux sont arrivés, des nouvelles molécules. Il fallait absolument qu'on soit très confortable sur ces missions-là. Donc beaucoup se sont inscrits véritablement pour obtenir vraiment des compétences. On a parlé de compétences, des compétences supplémentaires. Cette revue de médication, elle arrive parce que qu'est-ce qu'on constate en tout cas dans nos officines? C'est une sortie hospitalière un peu rapide, je vais le dire comme ça, sans froisser personne, en tout cas pas anticipée. Et on se retrouve avec un patient qui a laissé, avant de partir de son domicile, des médicaments qui lui étaient prescrits. À la sortie, le médecin a refait, lui, un bilan, a represcrit parfois, pas toujours d'autres molécules, mais en tout cas d'autres noms. Donc à nous d'expliquer, évidemment, ou parfois des thérapeutiques qui sont identiques, mais voilà, c'est une autre forme de médicament. D'abord parce qu'il y a des médicaments qui sont dispensés à l'hôpital. La pharmacie hospitalière a elle aussi son référencement, et elle ne va pas toujours avoir l'étendue de ce que nous avons, nous, en officine. Donc ça, c'est déjà, de toute façon, un passage obligatoire. Donc cette revue de médication, elle est aussi pour stabiliser ce que le patient va continuer à prendre ou ne pas prendre, de bien lui expliquer que probablement ce qui restait à la maison, eh bien, on n'y touchait pas ou on nous le rapportait voilà, pour destruction. Mais voilà, je pense que cette revue de médication, elle est arrivée. Et elle est pour l'instant dans les textes et dans la convention nationale sur des personnes âgées. Et nous souhaiterions véritablement qu'elle nous soit proposée pour toutes les personnes qui sont fragiles, parce qu'il n'y a pas que les personnes âgées qui sont polymédiquées. Évidemment, on a aussi des personnes plus jeunes, dont les personnes suivies en ville, en cancéro, qui sortent très tôt. Et un autre sujet aussi d'échange très important avec nos médecins, nos infirmiers, les kinés, ce sont ces sorties très précoces des médicaments de la réserve hospitalière. Ça, c'est très important parce qu'ils sont prescrits dans un milieu protégé, qui est l'hôpital, ou alors c'est un patient qui va chercher son médicament à la PUI, voilà, et puis il revient à la maison, mais il est quand même suivi, c'est-à-dire qu'il a encore un suivi hospitalier. Puis d'un seul coup, l'ambulatoire se libère totalement, et là, il y a véritablement une fragilité du patient qui nécessite un accompagnement. Donc on a vu ce que pouvaient faire les infirmières en cancérologie, et là, véritablement, le pharmacien a son rôle à jouer et à se former aussi sur ces nouvelles molécules. C'est très important. Donc on a vu que le DPC était voilà, au cœur de nos formations parce que pour le médicament en tout cas, il y a véritablement des innovations et pour lesquelles il faut un suivi du patient. Voilà. Et puis un travail, je pense, en commun. Je parle plus de coopération puisqu'elles existent déjà. Je viens d'une région, la région Centre-Val-de-Loire, qui, je ne crois pas mentir, est quasiment la dernière en couverture médicale. Donc, obtenir l'avis du médecin, c'est vraiment parfois très compliqué. C'est pour ça que les messageries sécurisées, c'est vraiment très important, parce que le médecin, il va consulter sa messagerie quand il aura un petit moment. On ne va pas le déranger pendant sa consultation. Et pourtant, on a besoin de son avis, on a besoin de se reposer sur lui, ce qu'il a de son patient, sur sa clinique, bien entendu. Donc les maisons de santé ont poussé aussi chez nous, parce qu'on a pensé aussi que c'était la solution. Il y en a actuellement 70 en région Centre-Val-de-Loire. Je pense qu'il en est prévu 120. Alors peut-être que là, on sera aussi satisfait d'avoir nos infirmières en pratique avancée parce qu'on pourra peut-être les joindre plus facilement, je ne sais pas. C'est peut-être une solution. Des CISA ont été signés, on a souligné tout à l'heure que ce n'était pas forcément une solution. En tout cas, ce n'est pas de stabilité au niveau juridique. C'est uniquement une histoire de rémunération de tous les acteurs en santé. Voilà, chacun avec ses responsabilités dans son domaine. Mais cela dit, ces coopérations existent.
Donc voilà, parce que le pharmacien, il a déjà, je pense, sa charge de travail quand il veut bien faire son travail. Et si on évolue véritablement, c'est, je pense, tout à fait pour une coopération et un échange de données avec les prescripteurs, puisque malgré tout, c'est eux qui font le diagnostic et que nous ne sommes pas dans le diagnostic. Pour cette nouvelle fonction, nouvelle mission de vaccination, hein, c'est ce que vous souhaitiez, alors le fait est, ça a aussi lâché un petit peu les commentaires désobligeants ou pas. En tout cas, c'est une expérimentation, vous le savez, qui a concerné 2 grandes régions, hein, le Grand Aquitaine et puis Rhône-Alpes-Auvergne, avec, pour l'instant, je dois dire, alors, de nombreux patients vaccinés, certes, toujours dans les patients qui avaient qui avaient leur fameux papier plus de 65 ans avec la prescription, une première vaccination qui avait déjà été faite. Bon, environ 140 000 patients vaccinés, ce qui est, je pense, assez bien. Beaucoup de pharmaciens qui sont allés sur les formations, et il a fallu quand même aller se former, bien entendu, déjà au geste vaccinal, et puis revoir un peu tout ce qui était immunologie. Pour l'instant, vous dire si ça le but, c'était de faire comme dans certains pays, comme au Portugal, un élargissement de la couverture vaccinale. En France, on n'est pas les champions de la vaccination, hein, on a beaucoup de lobbies contre la vaccination, donc ça laisse des traces, bien entendu. Et le but, c'était d'être comme à Québec, comme au Portugal, où là, il y avait des expérimentations de vaccination par les pharmaciens, parce qu'on rentre, on achète le vaccin, ou alors on l'a gratuitement, peu importe. Et la vaccination, c'était assez facile de la proposer. Voilà. Après, c'est sûr qu'il faut aussi là que les professions de santé apprennent à travailler ensemble, à admettre que peut-être on a augmenté la couverture, mais je n'ai pas pour l'instant les statistiques ni les chiffres à vous fournir aujourd'hui, c'est encore trop tôt, puisqu'il y avait un système de plateforme à chaque fois qu'on vaccinait. Il va falloir ressortir si ces patients-là se seraient quand même vaccinés ou si vraiment ils ne se seraient pas vaccinés. Voilà. Merci beaucoup.